Bonsoir, bienvenue à tous, toute l'actu Apple en live, c'est maintenant, c'est en direct, c'est sur Watch TV, on est mercredi soir. Bienvenue pour cette heure d'infos autour de ce monde Apple qui nous fascine un petit peu, qu'on suit avec beaucoup de passion et de professionnalisme, c'est très important. Je suis très heureux de vous retrouver avec certains de mes copains d'iWeek. Il y en a un qui est plus petit que les autres ce soir, mais ça c'est Guillaume, c'est parce qu'il est dans sa nouvelle configuration. Et il a encore... t'es encore un peu loin, un peu loin de ta webcam. En fait, ma caméra a filé. Ah si, c'est bon, ça y est. Ah, ça y est. J'étais en train de me relever, justement. Salut à tous les trois, comment allez-vous ? Fort bien. Comme un mercredi. Ravi de vous retrouver, fort bien. Eh ben super, je vais quand même faire un petit tour, je vais quand même vous saluer un par un. En commençant par toi, Ellie, comment vas-tu ? Est-ce que c'est un peu l'été sur la Côte d'Azur ? Écoute, oui, je vais bien, je suis ravi d'être là et juste pour vous rendre un peu jaloux, il faisait 20 degrés tout à l'heure et on commence à bronzer. Ouais. Bon, pour te rendre un peu jaloux, il fera plus chaud à Paris qu'à Cannes dans 48 heures, mais c'est pas grave, chacun son tour. N'est-ce pas, Guillaume, comment ça va ? Bah, écoute, il faisait bon ce soir, j'ai failli manger sur ma terrasse même, dis donc. Donc comme quoi, ouais. Voilà. Donc non, tout va bien, écoute, en pleine forme, on va dire. Et forme de quoi ? Je sais pas, mais en forme. Tu as décalé ton dîner en terrasse pour être avec nous. Absolument, j'ai repoussé mon hamburger du soir. Je l'ai mangé plus tôt et à grande vitesse pour pouvoir être avec vous ce soir. Bon, bah écoute, c'est vraiment très sympa. Plein de choses à dire. C'est vraiment très sympa. Lui, il est plutôt à l'heure du petit-déj. C'est Jean-Christophe Ving. Salut Jean-Christophe. Voilà. Bonjour à tous. Il fait très beau à San Francisco. J'étais en déplacement ces dernières semaines. Les feuilles ont poussé. C'est vraiment le printemps. Tu étais à Paris il y a quelques jours encore. Tu as failli faire l'émission la semaine dernière avec nous ? Oui, je suis désolé de vous avoir raté. Ce n'est que partie remise. Je devrais être en France le mois prochain. Bon, bah écoute, tu es toujours le bienvenu, tu le sais. Je voudrais aussi vous saluer, vous qui nous regardez, que ce soit sur les box, Free, Orange, Bouygues, évidemment. Vous connaissez les numéros des canaux. Si vous les connaissez pas et si vous n'avez pas l'habitude des box, bah c'est pas mal pour regarder l'émission dans son salon bien confortablement. Vous avez aussi évidemment 3615 Watch TV. Les applis, voilà, 3615 Watch TV. Vous avez les applis iPhone, iPad, Android, pardon, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Vous avez l'Apple TV évidemment, et puis Dailymotion, Facebook Live. Bref, vous avez l'embarras du choix. On a un programme assez chargé ce soir. Je le dis maintenant au cas où j'ai pas le temps à la fin. Samsung a annoncé son Galaxy S8. On en dira peut-être un mot, mais ce sera en dernier si on a eu le temps de parler de tout le reste. Si, même si vous n'êtes pas complètement d'accord, les garçons, si on peut en dire un mot, moi je trouve c'est intéressant de savoir ce que fait la concurrence. Et comme je sais que Jean-Christophe, tu as suivi, tu pourras peut-être nous éclairer sur le sujet. Mais tout de suite, on va démarrer par les mises à jour. Si vous voulez nous poser des questions, nous envoyer vos messages, vos réactions, vous connaissez le hashtag, c'est iWeekTV bien sûr. Je vous incite aussi à suivre le compte Twitter de l'émission, iWeekWatch sur Twitter. Soyez de plus en plus nombreux, parlez-en à vos amis autour de vous, à votre charcutier, à votre boulanger, que tout le monde nous rejoigne dans la grande famille iWeek. On démarre tout de suite avec ces mises à jour. Il y en a une pelletée, et je sais, Ellie, que tu as lancé au moins l'une d'entre elles. Raconte-nous. J'ai attendu quand même les 24 heures de rigueur. Et puis après, j'ai quand même installé de l'iOS, c'est-à-dire que j'ai installé 10.3 sur mon iPhone et dans la foulée WatchOS 3.2 que je peux vous montrer là, car il est installé. Et je peux le prouver, car... Regardez bien, en bas, il y a le mode théâtre. Ah, on le voit pas. Bon, tant pis, mais il y est. Désolé. Bon, il y a 5 minutes, tu n'étais pas sûr que tu pourrais l'avoir avant la fin. Donc, ça s'est accéléré, alors. Et oui, parce qu'en fait, il a démarré très, très, très lentement, la mise à jour. Donc, il y a à peu près une petite heure. Et donc, l'angoisse, c'était, est-ce que j'allais pouvoir vous le montrer pendant l'émission? Et la réponse est oui, ça y est. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette mise à jour que tu n'as donc pas pu encore tester, mais qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Alors, WatchOS, principalement, on va dire, le mode théâtre, ce qui fait que quand on est dans un cinéma, par exemple, enfin le mode spectacle en français, la montre ne s'allume pas, même quand on soulève le poignet pour ne pas déranger ses voisins, sauf si on touche l'écran. Et ça c'est plutôt bien. Et puis à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon, on peut griffonner en français, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi parce qu'on l'attendait. Donc vous savez les petites lettres qu'on peut griffonner pour envoyer à quelqu'un. Et puis quoi d'autre? On peut utiliser Siri maintenant dans les applications tierces, ce qui est assez sympa. Ouais. Donc par exemple, on peut dire appelle Skype pour telle personne, et donc du coup ça va lancer Skype et appeler la personne, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Oui. Je crois que j'en ai pas trop oublié. Mes petits camarades vont me dire. Jean-Christophe, toi qui la dernière fonction dont tu parles, Ellie. Pardon. Vous êtes tous les trois Apple Watch utilisateurs, hein? Oui. Ouais. Bon, on est 4 alors. Voilà. Ah oui. Est-ce que tu as fait la mise à jour? Voilà. Synchronisation des montres. La mienne est en charge, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as fait la mise à jour, Jean-Christophe? Non, pas encore. J'ai pas eu le temps. J'ai fait la mise à jour sur les iPhone et iPad, mais pas encore sur la Watch. Bon, tu la feras après l'émission. Voilà, je crois que c'est en cours, j'ai pas vérifié. Non, la dernière fonction dont parlait Ellie, moi, me paraît très intéressante. Vous vous souvenez que c'est un de mes chevaux de bataille, le fait qu'en fait on n'ait pas un Siri mais plusieurs, parce qu'Apple fait évoluer Siri pas au même pas en fonction des machines. Et donc, je suis très content que voilà, on va voir un peu moins l'Apple Watch qui dira je ne peux pas faire ça, prenez votre iPhone. Ce que je trouve un non-sens quand on veut populariser un assistant. Alors c'est à la sauce Apple, c'est-à-dire que c'est limité à certaines applications, mais notamment effectivement, comme le disait Ellie, les applications de communication sont intéressantes. Donc on peut, façon Dick Tracy ou ce que Samsung mettait en avance dans la pub de sa Gear K2000 pour ceux qui ont notre âge, hein, on va pouvoir enfin skyper à partir de son poignet, donc c'est une grande avancée. Bon, Guillaume. Oui. Sans caméra. Non, moi, un petit truc par rapport au fameux mode théâtre, là, spectacle, je sais pas comment il s'appelle. Moi, j'avais éventuellement pensé que ça pourrait être intéressant parce que quand vous voulez porter la montre la nuit, est-ce que ça pourrait pas pousser un petit peu Apple à essayer d'attaquer peut-être le marché des appareils qui servent à analyser un peu votre sommeil, dans le sens où ça permettrait de gérer un peu la montre différemment. Alors, on sait qu'il y a une autonomie qui est limitée, hein, dans la journée, mais l'idée, ça peut être plutôt de se dire, plutôt que charger votre montre, le soir, quand vous posez votre montre voilà, à côté de votre lit pour la charger, plutôt la garder toute la nuit en mode spectacle, comme ça vous pouvez la montre peut analyser un peu si vous bougez pendant le sommeil, analyser votre rythme cardiaque, etc. Et le matin, en fait, quand vous prenez votre douche, vous la posez, vous la rechargez avant de partir, et puis à ce moment-là vous la remettez, et ça permettrait peut-être d'avoir l'analyse du sommeil en fonction bonus dans peut-être une future version de WatchOS. Ça pourrait être un premier pas vers ça. C'est une possibilité. Je ne dis pas que ce sera le cas. Hein. C'est juste, c'est une interpolation que je fais qui pourrait être intéressante. Bon, donc, si Apple n'est pas dans cette direction. Donc, pas de contre-indication à cette mise à jour pour l'instant? Écoute, aucune. Moi, j'ai pas eu de bug majeur. Elle fonctionne très bien. Pas de souci. Pas de perte d'autonomie particulière. J'aurais presque au contraire. Et c'est d'ailleurs le cas pour iOS 10.3. Je pense que là, ils ont réussi un peu à stabiliser. Hein, donc, ça s'est passé sans problème. Ouais, alors oui, sauf que... Alors, juste, donc, c'est la deuxième. Il y en a une liste comme ça, donc on va les prendre dans l'ordre. Ah bah, lundi soir, ils ont fait sauter Internet. Hein, voilà, WatchOS 3.2, iOS 10.3, donc ça concerne l'iPhone, l'iPad, l'iPod Touch. Yes. L'iPod Touch, tous. Pas tous. Pas tous, oui. En tout cas, on va dire pas les plus anciens, mais les plus récents. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au programme? Déjà, il y a APFS, donc Guillaume va nous parler longuement, mais je ne sais pas si au niveau d'iOS ou de macOS, donc ça c'est déjà... On va en parler plus tard. On se le garde pour après, voilà. Voilà, on va garder ça. On va se faire un moment spécial. Un petit problème pour les apps 32 bits, parce que normalement les apps 32 bits, elles marchent plus. Donc ça veut dire que certaines applications qui n'ont pas été mises à jour, il va falloir les mettre à jour. Alors ça, c'est peut-être un peu du chinois pour certains. Est-ce que qui peut nous simplifier cette mise en garde, en tout cas? Ça veut dire en fait principalement que certains iPhones, par exemple inférieurs au 5, ne marcheront plus parce qu'ils sont 32 bits. Donc les applications, ça passera plus. Mais quand ça veut dire qu'on peut pas faire cette mise à jour sur ces iPhones-là, donc? Non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Tu peux faire la mise à jour sur ces appareils,
mais tu auras des fonctions qui sont pas disponibles, en particulier les fameuses APFS, et surtout le truc qui se passe, c'est qu'a priori Apple a dit que les applications 32 bits dans le futur n'auront plus lieu d'être sur ces appareils. Donc en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'Apple a dit aujourd'hui, si vous n'avez pas un appareil compatible avec le 64 bits, si votre processeur ne le gère pas, du coup vous n'aurez pas toutes les fonctions dans le futur, et en plus les applications dans le futur, si elles n'ont pas été prévues pour 64 bits, elles fonctionneront pas. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, les processeurs gardent toujours une compatibilité avec les anciennes applications, un peu comme sur le Mac, on peut faire tourner des applications 32, 64, mais là, pour le coup, si elles sont pas 64, c'est mort. Bon. On va y revenir sur ce système de gestion de fichiers tout à l'heure. On va rester sur les mises à jour un peu plus globalement, on va dire. Juste, Élie, on va venir à toi après Jean-Christophe. Tu as toujours cette attitude un petit peu prudente qui consiste à dire, moi j'attends toujours un petit peu avant de faire une mise à jour. Là. Sur l'Apple Watch, tu n'as pas attendu. Non, en fait, j'ai commencé par l'iPhone parce que sinon tu ne pouvais pas faire la mise à jour sur l'Apple Watch. Mais j'ai attendu 24 heures, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait au lancement. D'accord. Donc tu as aussi fait ta mise à jour d'iPhone en 10.3. Oui, parce que sans ça, il ne te propose pas la 3.2 pour l'Apple Watch. Oui, forcément. Il faut d'abord passer par l'iPhone. Absolument, oui. Pardon, la question était un petit peu stupide, mais non. Au moins, on est sûr. Il faut d'abord faire la mise à jour d'iOS pour faire la mise à jour de l'Apple Watch, évidemment. Exactement. Et par contre, je n'ai pas fait macOS. macOS, j'ai attendu, mais je ne l'ai pas faite. Alors, on va y venir. Juste avant de passer la main à Jean-Christophe qui réclamait la parole, on va saluer tous ceux qui nous rejoignent, qui sont avec nous. Je sais que le flux sur l'Apple TV n'est pas parti au démarrage exact de l'émission, un peu après, donc maintenant c'est rétabli. Voilà, Thierry nous suit lui sur Free, c'est bien la 239. Salut Thierry, salut à Derder Motus, à Céline, à François Le Truedi qui était avec nous la semaine dernière et la semaine d'avant, qui n'est pas là ce soir mais qui n'est jamais très loin, et on l'a dit avant que ça commence, on t'embrasse François, donc c'est très chouette que tu sois avec nous. Les premiers tours sur effectivement les nouvelles fonctions de l'Apple Watch. Et Céline, à l'analyse du sommeil, ça l'intéresse visiblement très fort. Apparemment, on avait une pub pour Samsung qui bouclait sur Watch.tv. Ça doit être réglé. Voilà. On en reparlera tout à l'heure comme on l'avait promis. Donc, WatchOS, iOS. Jean-Christophe, je te passe la main. Est-ce que tu voulais nous en parler ? Non, je voulais juste une seconde. Quand j'ai dit pas tous, je parlais pas des téléphones plus vieux et abandonnés, mais je voulais mentionner le fait que apparemment il y a quelques heures, si le site sur lequel je viens de tomber est fiable, Apple a retiré la mise à jour pour les iPhone 5 et 5C. Et a priori, si je me trompe pas, c'est lié notamment justement à cette notion de 32 bits contre 64 bits. Donc oui, nous qui avons des iPhones récents, ça s'est fait sans problème, mais il n'est pas certain que la mise à jour soit sans faute ce coup-là encore. Donc je le dis juste à nos spectateurs qui ont des iPhones qui fonctionnent très bien, mais qui sont un peu plus anciens, de faire attention à ça. Voilà. Donc si vous avez un iPhone 5S, 5C, ne vous étonnez pas de ne pas avoir la mise à jour à l'instant, 5S, c'est ça? 5, pas 5S, 5 ou 5C. 5 ou 5C. 5 ou 5C. C'est ça. Non, alors attention, normalement c'est pas ça. C'est qu'ils ont les mises à jour, mais ils n'ont pas APFS. Non, là, elle est plus en ligne. Ah, alors c'est encore autre chose, alors, d'accord. Ils ont dû trouver un bug. Donc a priori, elle reviendra. Mais là, si vous essayez de faire la mise à jour sur votre 5C, je le dis parce que quelqu'un de ma famille a acheté fièrement un 5C la semaine dernière, donc il y en a encore en vente sur certains sites internet. Et donc voilà, soyez vigilants et pas frustrés. A priori, elle reviendra, mais pas tout de suite. D'accord, donc 5 et 5C, pas de mise à jour dispo à la seconde où on se parle, mais elle va sans doute revenir assez rapidement. Voilà. Oui. Voilà. Bon. Oui. On passe deux petits points peut-être sur iOS, puisque c'est quand même la base de tout, hein, et on n'a pas dit grand-chose. Ils ont bien sûr rajouté ce qu'on attendait impatiemment, localiser mes AirPods. Donc, dès qu'on va les égarer.
Alors, je ne sais pas si on va les entendre de loin, mais en tout cas, la fonction est bien présente. J'ai pas testé. Hein. Ah bah explique-nous. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle sonne de plus en plus fort, en fait. Enfin, les AirPods sont censés sonner de plus en plus, émettre un son de plus en plus fort pour qu'on puisse justement les entendre de loin. Alors après, de loin, je pense que ça sera pas de l'autre bout de la maison, mais normalement, si vous perdez vos AirPods, vous savez à peu près dans quelle zone vous les avez perdus. Et donc du coup, ça permettrait de les retrouver plus facilement. Oui. Voilà. Aucun de vous ne peut nous faire de démo en direct alors. Je pourrais essayer. Alors, attends, je vais regarder. Bah écoutez, si vous avez moyen de la faire avant la fin de l'émission. C'est une fonction que j'attendais de pied ferme après avoir un 31 décembre dû vider mes poubelles pour retrouver une oreillette qui était tombée. Donc voilà, c'est une très très bonne idée. C'est vrai. C'est encore un symbole de la cohésion matérielle et logicielle d'Apple, donc ça me plaît beaucoup. C'est vrai ce que tu racontes? Ah, c'est tout à fait vrai. Et en plus, ils étaient pas dedans, donc ça m'a doublement énervé. Ah, c'est bien, tu t'es pourri les deux mains pour rien. Exactement. Les avant-bras aussi. Alors, le seul problème, c'est que la boîte, qui est un élément essentiel du dispositif, n'a pas de haut-parleur et donc ça peut pas marcher. Et c'est ennuyeux parce qu'effectivement, on peut perdre les trois éléments. Et oui, ça m'est déjà arrivé aussi. D'accord. Ouais, c'est la crainte qu'on exprime depuis le début sur ces produits qui sont assez étonnants, mais c'est vrai, il faut pas trop les perdre de vue, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Après, tu perds l'écouteur dans lequel tu mets 200 balles, oui, il faut faire gaffe. Quoi. C'est ça, voilà. Ah oui, c'est clair. Mais... Après, pardon. Ouais. Non, je disais, ils ont aussi changé dans Réglages. Ils ont regroupé iCloud. Maintenant, dès que tu démarres Réglages, il y a ta photo, si jamais tu l'as, avec ton identifiant Apple. Et tous les réglages iCloud sont maintenant inclus dans cette appli qui est en haut de la fenêtre. Donc ça, c'est plus cohérent. Et puis en plus, un truc sympa, ils ont mis un graphique de ton utilisation d'iCloud. Donc, plutôt que de te dire, tu utilises 30 gigas sur 50, tu as un graphique qui te dit les photos font tant, la sauvegarde fait tant, les documents font tant, et c'est plus convivial. C'est le graphique qu'on a sur iCloud.com d'ailleurs, je pense. Je sais pas si vous l'entendez. Oui. Hein. Ah oui, on l'entend. Et voilà, moi j'essaye pas parce que comme je les ai dans l'oreille, j'ai peur pour mes oreilles. Mais iCloud le montre bien. Alors, c'est toi qui les fait sonner, Guillaume ? Ouais, j'ai fait sonner là, effectivement. D'accord. Ah oui, je sais pas comment arrêter de les faire sonner, c'est la question. et pour qu'on on se rend pas bien compte, nous, à distance, est-ce que ça te permettrait de les retrouver dans ton appartement, dans la pièce dans une petite pièce, oui, ça pourrait peut-être aider, mais à mon avis, si tu sais pas dans quelle pièce il se trouve, tu les retrouveras pas. Hein. Et si c'est caché sous une tonne de couverture non plus, tu auras du mal. Bon. On va dire que c'est une aide. Déjà ça. Une aide à la. C'est mieux que rien, on va dire. C'est mieux que rien. Je pense qu'après, tu peux faire. Après, tu sais, il y a un problème technique, c'est que le niveau sonore des haut-parleurs est techniquement limité à cause de réglementations qui existent. Bien et du coup, tu peux pas émettre un son trop fort. Donc, je pense que du coup, tu peux pas non plus dire, tiens, fais-moi du 100 décibels, parce que normalement, je crois que la limite est bien en dessous de ça. Bien sûr. Bon, moi, accessoirement, si tu peux m'aider à retrouver les haut-parleurs. Tu sais, j'ai un téléphone sans fil chez moi. J'ai dû le poser je suis en plein travaux. J'ai dû le poser quelque part. Il s'est déchargé. Et donc, écoute, viens chez moi, il doit être dans mon canapé, parce qu'à chaque fois, c'est dans mon canapé que je perds tous les trucs, c'est pas possible. Écoute, je cherche encore mon téléphone, c'était un moyen pour m'aider à le retrouver. Je suis preneur. Je peux l'enverrai par fax. Ok. Non, mais blague à part, je salue ici le propriétaire du Caprice Café qui m'a gardé ma boîte d'AirPod que j'avais laissée sur une table. Donc, il manque la fonction que les AirPods te disent que la boîte que tu t'es éloigné de la boîte. Ah oui. Voilà, ce sera peut-être pour la version d'iOS 11. D'accord. Et le Caprice Café, c'est sur quel continent, Jean-Christophe ? Alors, c'est à Paris, c'est un super resto dans le 14e à côté de la place d'Alésia. Voilà, j'ai Oula, pas de pub, c'est ça qui veille. Ouais, écoute, on pourrait peut-être y aller ensemble quand tu reviens, hein. Avec grand plaisir. Bon. Mais voilà, ça, il faut pas le perdre, c'est très important. Eh oui, oui, c'est la fameuse boîte qui fait office de chargeur aussi. Exactement. Okay. Pour revenir 2 secondes à ce que disait Ellie, j'aime beaucoup la présentation justement iCloud, le fait que enfin tout soit rassemblé et l'unification. Vous êtes un utilisateur iCloud et aussi Apple Music et autres, c'est très bien. C'est une bonne chose. On attendait ça depuis longtemps, je trouve. Ah ouais. Tu sais quoi, je me dis qu'il faudrait vraiment qu'on se fasse une émission spéciale sur iCloud et sur les noms d'utilisateurs entre iTunes, iCloud, etc. Très honnêtement, même moi, je m'y perds parfois. Je suis sûr que vous êtes
très nombreux à être perdus. Ça, plus le partage familial. Pour moi, c'est très simple. Bon, moi, c'est très simple. J'ai le même identifiant depuis Mac.com, donc depuis 2000. Je n'ai jamais changé d'identifiant, donc au moins tout est sur le même et j'ai pas de soucis. Bon. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué parce que des fois l'identifiant App Store, les identifiants iTunes peuvent être différents. Enfin, ça fait un sacré merdier à gérer. iCloud, iCloud en plus des fois t'es obligé à créer un compte iCloud spécifique pour certains services, ça c'est vraiment une plaie. Donc si t'as pas un compte qui va bien, si t'as pas un compte en Mac.com, il t'oblige à créer un compte iCloud.com quoi qu'il arrive, donc ça peut être vraiment très pénible à gérer. Ouais. Bon, si vous êtes d'accord, si j'ai une seconde sur le sujet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il m'est arrivé une mésaventure et Guillaume, ça pourrait t'arriver aussi. Je pense que Ellie, c'est la même chose. On est tous des fidèles d'Apple depuis longtemps. On a tous notre adresse mac.com depuis iTunes. Ça nous rajeunit pas, mais ça date de 99. Oui, pardon, et iTunes, il se trouve que les adresses en mac.com sont pas très compliquées à deviner. Et j'ai été victime d'une attaque de serveurs chinois qui servaient en fait de mon adresse mac.com pour envoyer des publicités. Et donc Apple s'en aperçoit et vous demande au bout d'un certain temps de verrouille votre compte et vous demande de changer votre mot de passe. Normal. Sauf que ça recommence et donc il faut le compte est verrouillé, changer de mot de passe. J'ai fait ça plusieurs jours de suite. C'est-à-dire que évidemment les spammers n'arrêtaient pas de me spammer. Et donc j'ai appelé Apple en disant bonjour, j'aimerais savoir ce que je peux faire parce que je ne souhaite pas changer de mot de passe régulièrement et est-ce qu'on peut changer effectivement d'adresse email. Et Apple m'a dit que on ne pouvait rien faire et que c'est une particularité des adresses en Mac.com. Comme elles sont anciennes et comme elles datent de 2000, Apple, sur ces adresses-là et uniquement celles-là, c'est pas le cas sur iCloud, refuse de faire un changement. Et donc je le dis à l'antenne parce que la loyauté est bien mal récompensée. D'accord. Et que ça m'a pris plus d'1 heure d'appel à l'Apple Care pour m'entendre dire que comme j'étais en Mac.com, on ne pouvait rien changer. Donc c'est un peu voilà. Bon, ok. Vraiment, je pense qu'on se fera une émission spéciale sur le sujet parce que c'est parfois un casse-tête sans nom et je suis sûr que vous avez plein d'histoires à nous raconter, à partager avec nous aussi. Sur Twitter avec le hashtag iWeekTV, je remonte vos messages. D'abord, en ce qui concerne le suivi du sommeil, Thierry nous conseille une app pour l'Apple Watch qui s'appelle Pillow Sleep Tracking and Analysis Alarm Clock. Okay. Yes. Ils ont fait long là pour le nom. En tout cas, il a le pouce levé, donc apparemment, elle est très bien. Tu la connais, Ellie ? Non, mais comme j'ai vu le lien, je viens de cliquer dedans, donc elle est en cours de téléchargement. Alors, juste pour continuer par rapport aux nouveautés de iOS 10.3, je voudrais juste revenir sur l'histoire du 32 bits, parce que ça me chagrinait cette histoire. En fait, ce qui se passe sur la version 10.3, quand vous avez des applications qui sont des anciennes applications 32 bits qui n'ont pas encore été mises à jour, vous avez une alerte qui vous dit, quand vous lancez l'application, cette application risque de ne plus marcher dans les futures versions d'iOS. Probablement sur iOS 11, ce sera que pour les applications 64 bits. Et donc, si le développeur n'a pas mis à jour son application, votre application ne fonctionnera plus du tout. Voilà. Elle fonctionne pour le moment, mais dans le futur, ça va sûrement changer. Donc là, c'est au développeur, s'il suit toujours son application, c'est la grande question, de mettre à jour son application pour qu'elle soit compatible 32 bits. D'accord. Voilà. Oui, le fin mot de l'histoire. Ça veut dire que quand on va basculer sur iOS 11, il va y avoir un peu de grabuge là. Là, a priori, ce serait 200 000 applications qui risqueraient de ne plus être compatibles sur iOS. Ah ouais, c'est énorme. Alors après, il faut relativiser. C'est souvent des applications qui sont très anciennes, qui sont plus mises à jour. Le développeur a disparu dans la nature. Il a arrêté l'application parce que ça le gavait. Enfin, il y a plein de bonnes raisons d'arrêter une application. Donc, il y a peut-être quelques applications sur lesquelles ça risque de poser problème dans des cas très spécifiques. Bon, je pense que dans la majorité des cas, ça ne posera pas de souci majeur. Il y a quand même aussi beaucoup de trucs pourris dans l'App Store. Faut pas non plus se leurrer. Et Guillaume, si je me trompe pas, il suffit pour le développeur qui le souhaite, de recompiler son app avec un Xcode dernière version. Oui, donc alors après, des fois, il y a peut-être un peu plus à faire. Des fois, s'il a des fonctions spécifiques qui sont peut-être pas compatibles, s'il s'appuie sur des frameworks qui n'existent plus, qui n'ont pas été mis à jour. Donc, les frameworks, ce sont les briques logicielles, en fait, des applications, pour expliquer ça. Il y a plein de briques logicielles. Vous avez des briques qui servent pour l'affichage, pour le réseau, etc. Et si le développeur s'appuie sur des vieilles fonctions, du coup, son application, elle sera peut-être plus compliquée à développer, pour passer en 64 bits. Mais pour la plupart des développeurs, non, c'est pas un processus très compliqué. C'est juste la question, c'est est-ce que l'application a été abandonnée par son développeur ou pas, surtout.
Ok. Ça va être un test intéressant. Ouais. Ça va être pour septembre, iOS 11. En bêta, à partir de cet été, à partir de la WWDC. Ouais. Bêta publique, certainement. Oui, en bêta, mais en version en mise à jour. Version finale, fin de l'année, oui. Septembre. Global, oui, septembre. En même temps que les Ça va être nouveaux intéressant. téléphones. Oui, Jean-Christophe. Oui, ça va être intéressant dans la croisade que fait Apple pour les applications ad hoc professionnelles. C'est-à-dire les applications qu'on trouve sur l'App Store parce que c'est le moyen de les télécharger, mais qui sont en fait destinées à certaines entreprises ou à certains clients. On sait que ces apps font parfois l'objet d'un support moindre, justement parce qu'elles sont développées en interne et que les boîtes n'ont pas forcément les équipes pour faire tout ça. Et donc là, je pense que quand tu parlais de grabuge, c'est là qu'on va avoir un vrai problème. Enfin, Guillaume, je pense que tu me contrediras pas. On voit beaucoup d'apps aujourd'hui qu'on est forcé à utiliser, qui ont encore le clavier ancien ou qui sont pas compatibles avec les écrans 5 pouces, ce genre de choses. Tout à fait. Oui. Non, bah, de toute façon, là, il faut vraiment sensibiliser. Bon, en tout cas, voilà, ça va être intéressant à suivre à partir de la WWDC jusqu'en juin pour voir comment les éditeurs d'app se mettent à jour. Tu vois, par exemple, je crois que c'est Bouygues Télécom a mis à jour son application pour les iPhones. Je crois qu'il y a pour les iPhones 5 pouces, qui a très récemment, quoi. Il y a eu quelques semaines seulement. Donc des fois, c'est très 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 long pour que les développeurs tiennent compte des spécificités de chaque OS, de chaque appareil. Donc bon. Ouais. Bref. Et parlons un peu plus important. En parlant d'app, un petit truc rapide avant de passer au cœur de l'émission. On a déjà fait une demi-heure quasiment sur un tiers des mises à jour. Rapide. Apple a enfin mis à jour son application Apple TV Remote qui est maintenant compatible iPad. C'est pas magique, ça? Alors explique-nous, raconte-nous à quoi ça sert. En fait, on a une appli qui permet de piloter une Apple TV avec le touchpad à la place de la télécommande d'Apple et qui est très pratique parce qu'on peut taper les mots de passe au clavier de l'iPhone, par exemple, et cette appli n'était pas compatible iPad du tout. Ce qui, pour une appli Apple, était quand même un peu la honte. Et des compatibles émulation iPhone. Ça fait quand même plus de 6 mois. Elle n'était pas dédiée à l'iPad. Voilà. Bon. Maintenant, j'aimerais juste qu'elle soit compatible Apple Music, cette app. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Jean-Christophe? Je plaisante pas. En fait, l'appli Remote a été conçue il y a plusieurs années, j'ai plus la date en tête, mais elle permettait entre autres de prendre le contrôle d'iTunes et de changer une playlist, de chercher un artiste. Et donc c'est pas celle-là, Jean-Christophe. C'est celle qui permet de piloter la nouvelle Apple TV. Uniquement. L'autre Remote reste. Non, maintenant, je crois qu'elles ont été fondues. Il y en a deux. Non, il y en a deux. Il y en a toujours deux. Je peux te les montrer sur mon iPhone si tu veux. J'ai les deux. Bon. Et ben voilà, moi j'aimerais que cette autre appli retrouve enfin un peu d'amour de la part d'Apple, parce qu'elle marche pas très bien avec Apple Music et c'est pourtant très pratique. Alors de quelle appli de quelle appli tu parles? Alors, qui s'appelle Remote. Je crois qu'elle s'appelle Remote aussi. Ouais, c'est Remote, mais c'était pas le même usage en fait, effectivement. Oui. C'est l'ancienne application, effectivement. Maintenant, il y a les deux versions de l'application qui existent et qui font pas tout à fait la même chose. La nouvelle application étant vraiment conçue pour contrôler l'Apple TV, en fait. Bon, parlons d'APFS plutôt. Allez, on avance. Allez. Juste un mot de macOS quand même. Bah, c'est bon, on a tout dit. Non, macOS 10.12.4. Non, macOS. macOS 10.12.4, donc grosse version, grosse mise à jour qui était très attendue, qui corrige beaucoup de bugs. Elle apporte le support de la fonction Night Shift, donc qui va permettre de changer la couleur de votre écran à une certaine heure le soir ou automatiquement à partir d'un certain moment. Donc, alors, si vous faites du graphisme, vous désactivez cette fonction tout de suite, parce que ça veut dire que vos couleurs vont être totalement faussées. Ça sert à rien du tout. Donc ça, vous le désactivez. Qu'est-ce qu'il y a de bon sinon dans cette version? Je sais plus, il y a pas mal de petites choses. Elle est très stable. Enfin, moi, j'utilise depuis quelques jours, j'ai vraiment pas eu de plantage majeur avec. C'est une bonne version de macOS. C'est celle qu'on attendait quasiment, en fait. Il y a des petites choses cachées. Par exemple, il y a un système de mise à jour, de mise en cache, en fait, des mises à jour iPhone, iPad. Si vous avez beaucoup d'appareils iOS à mettre à jour, vous pouvez les télécharger sur votre Mac et puis après les dispatcher sur vos différents appareils. Bon, ça, c'est pas forcément super intéressant, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais plus. Il y a plein de petites choses. Il y a des petits trucs, par exemple. Apparemment, ils ont corrigé un gros bug sur les PDF qui énervait beaucoup de développeurs qui se plaignaient que les frameworks qui géraient les PDF et permettaient les manipulations marchaient pas bien depuis les Sierra. Et donc, normalement, c'est censé être corrigé. Et puis, un truc quand même totalement majeur,
on peut à nouveau détacher le menu téléchargement dans Safari. Vous savez qu'il y a cette petite barre qui indique les téléchargements. On peut le mettre dans une fenêtre à part quand vous en faites plein et le suivre. Et ça, je trouve ça bien parce que c'était comme ça avant. Ça. Et c'est bien qu'Apple l'ait remis. Ouais, c'est très bien. Ça existait avant ? Ah oui, dans les toutes premières versions de Safari, c'est relativement récent qu'ils ont fait ça. C'est depuis macOS 10.7, je crois que c'est la 10.7 qu'ils ont eu cette mauvaise idée. Et là, maintenant, effectivement, on peut faire la même chose qu'avant. Une autre petite fonction rapide très intéressante, ils ont rajouté coller rechercher, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un copier-coller puis appuyer sur le bouton recherche, par exemple, toujours dans Safari, et maintenant on fait coller rechercher et donc ça lance directement la recherche. Ah ouais. Bon, des petites choses. C'est bien. Bon, c'est une mise à jour relativement mineure, c'est une 10. C'est la 10.12 version améliorée, mais elle est très stable. Autant il y a eu vraiment des fois des problèmes sur les versions précédentes. Là, elle est quand même, elle est testée depuis un paquet de temps et elle est vraiment stabilisée. Donc c'est une bonne mise à jour. Il y a eu 7 bêtas, je crois quand même. Donc, ça dure depuis un bout de temps. Donc pour la mise à jour de macOS, on dit vous pouvez y aller. Bon. Mais sauvegardez d'abord avant, comme d'habitude. Un mot de la mise à jour Apple TV. Alors oui, il faut pas la faire. Il ne faut pas la faire, ça dépend. Non, c'est pas vrai. Alors ça c'est important. Dans certains cas, faut pas la faire. Alors. Oui. Donc la nouvelle mise à jour de tvOS, donc 10.2, fait des petites choses nouvelles, comme par exemple le fait de passer à APFS, dont on va parler tout de suite après, promis, Guillaume. Mais surtout, Apple a profité de la mise à jour pour désactiver un certain nombre d'applications tierces qui utilisaient donc de l'AirPlay, donc des applis très très populaires, comme par exemple Beamer ou Airfoil. Moi, j'utilise les deux. Et donc, je n'ai pas fait cette mise à jour. Heureusement que j'avais lu les news, parce que si je l'avais fait, je me mordrais un tout petit peu les doigts. Eh oui. Alors, pourquoi ? Parce que ça ne marche plus ? Non, en fait, Apple, maintenant, pour une des raisons de sécurité, oblige ces applis qui veulent faire de l'AirPlay à s'authentifier, un peu comme l'authentification double facteur, etc. Et donc, comme les applis avant, ils voyaient une Apple TV, ils faisaient Bing, AirPlay. Là maintenant, si l'appli n'est pas authentifiée, l'AirPlay marche pas. Et donc, comme ces applis n'avaient pas prévu de mécanisme d'authentification, elle marche pas. Bon, ça va être rétabli assez vite, j'imagine, non ? Alors, oui, si les développeurs modifient l'appli. Jean-Christophe ? Oui, vas-y. Je dis c'est pas certain, parce qu'on l'oublie trop souvent à la faveur, justement, comme dit Ellie, parce que c'est commode, mais AirPlay est un système propriétaire. C'est-à-dire que les gens type Airfoil ou Beam font du reverse engineering pour comprendre comment ça marche et pour utiliser leurs applications, mais Apple n'a jamais dit que AirPlay était un standard ouvert et que n'importe qui pouvait envoyer n'importe quoi sur l'Apple TV. Ouais, mais il y a un vrai risque de sécurité avec AirPlay ou ? Alors c'est plutôt un risque de blague, c'est-à-dire que en gros on peut envoyer n'importe quoi sur une Apple TV environnante, ce qui est pas forcément agréable si vous êtes en réunion, s'il y a pour les esprits les plus pervers des jeunes enfants qui regardent. Enfin, faut savoir que vous projetez n'importe quoi sur une application. D'accord. Mais oui, en tout cas, ça semble poser un problème de sécurité, puisque certains développeurs comme Rogue Amoeba qui fait Airfoil dit clairement dans son site qu'ils sont en discussion avec Apple pour voir si Apple les autorise. C'est pas qu'ils savent pas faire, mais il faut qu'Apple autorise l'appli à utiliser l'authentification. Et ils sont à tel point énervés que dans leur site, ils donnent toute une procédure technique pour repasser l'Apple TV en version précédente, ce qui normalement n'est pas possible facilement, mais ils expliquent comment faire pour faire du downgrade de version, ce qui est pas courant. Bon. Parlons je ne me trompe pas. Donc si vous avez une Apple TV et si vous utilisez AirPlay, ne faites pas la mise à jour pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire. Si vous utilisez ces applis-là, ces applis tierces. On a un tweet de Frédéric Tesson qui nous renvoie vers un menu information qui liste des applications non compatibles, mais tel quel, je n'arrive pas à savoir si c'est, j'arrive pas à savoir sur quelle mise à jour ça c'est relatif. Apparemment, oui, c'est lié à iOS et aux applications 32 bits. Oui. Dont on parlait tout à l'heure, effectivement. En fait, il y a un écran qui dit, sur iOS, vous avez un écran qui vous permet éventuellement de dire, en général, l'information, si vous avez des applications qui ne sont pas compatibles. En fait, ça scanne votre iPhone et ça liste les applications qui ne seront pas compatibles avec le prochain iOS. Voilà, ok.
Bah merci pour l'info. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir du côté des mises à jour, les amis? APFS. Ma petite liste. Ah oui, attends, il y avait rien d'autre. Attends, TVOS. Ouais, après, il y avait mise à jour d'iWork, mais elle mériterait presque une émission elle toute seule, donc. Il y a un petit peu de logiciel quand même. Il y a Pages, Numbers et Keynote. C'est ce qu'on disait. Ah, vous l'avez dit déjà? Des grosses mises à jour. Oui, non, mais il faut une émission entière. Il y a des dizaines de nouveautés. Ouais, c'est plein de nouveautés intéressantes. Ils ont harmonisé les applications en fonctionnalité. Il y a beaucoup de choses qui sont venues entre l'iPad, l'iPhone, l'iPad et puis macOS. Ils ont harmonisé beaucoup de choses. Là, moi, ça m'a fait plaisir parce qu'Apple a vraiment mis des nouvelles fonctions sympas. Par exemple, dans Numbers, vous avez la mise à jour automatique de tout ce qui est comment ça s'appelle, currencies, donc les taux de conversion, enfin les taux des monnaies en fait. Donc, si vous avez un tableau, par exemple, vous avez mis des taux en dollars, il peut être actualisé automatiquement avec le taux en cours, des choses comme ça. Dans Keynote, ils ont rajouté un système pour gérer, pour voir tous les objets, par exemple, que vous avez posés sur une diapositive, pour pouvoir les sectionner facilement, les redéplacer. Donc ça, c'est assez génial. Et quand on utilise beaucoup Keynote comme moi, ça fait vraiment plaisir. Donc moi, c'est surtout globalement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'Apple remettait beaucoup d'énergie dans ces applications-là et qu'ils étaient capables de sortir des grosses mises à jour avec plein de nouvelles fonctions. Parce qu'il y a quelques années, moi, j'avais pas mal râlé sur les nouvelles versions de Keynote et Pages et Numbers, qui avaient pas mal enlevé de fonctions des anciens logiciels, mais en fait, ils sont partis d'une table rase pour remonter après un peu les logiciels de zéro et leur faire gagner des nouvelles fonctions dans le temps. Donc c'est plutôt, enfin c'est agréable. Voilà, ça me fait plaisir sur ce point-là. Bon, bah écoute, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, vous n'avez pas installé ces mises à jour, mais on peut les faire de manière assez confiante, non? Oui, c'est pas non plus. Voilà. Il y a un truc assez marrant, c'est que Keynote permet à nouveau d'ouvrir des fichiers Keynote en version 1.0. C'est-à-dire que c'est des versions qui sont sorties en 2003. Donc des fichiers il y a 14 ans qu'on peut à nouveau ouvrir. Alors en même temps, c'est assez terrible parce que ça montre aussi que la compatibilité des documents dans le temps n'est jamais assurée. Ouais. Donc la seule façon de être sûr que vos documents s'ouvriront encore dans 20 ans, c'est d'en faire des PDF. Parce qu'il n'est pas sûr que les développeurs, eux, de vos logiciels assureront que vos documents pourront être toujours utilisés dans les versions N+1 ou N+2 des logiciels. Donc voilà, c'était mon conseil du soir. Si vous avez des trucs à garder sur le long terme, faites des PDF. On a un tweet de Thierry Sainton. Alors, je ne sais pas qui est Dan Scavino Jr., Jean-Christophe. Pardon ? Est-ce que tu sais qui est Dan Scavino Jr. ? Pas du tout. Alors, attends. Ça doit être un journaliste. Non, c'est un conseiller de Trump. Ah, c'est un conseiller de Trump, d'accord. Ouais, senior advisor de Trump. Voilà, c'est à propos de l'iPhone, du remplacement du Galaxy par un iPhone. Ouais, il confirme que Trump a utilisé son nouvel iPhone depuis 2 semaines pour tweeter, voilà. Bah, est-ce qu'il prouve que ça reste un système sécurisé? C'est un détail amusant. Pardon, les services secrets l'autorisent. Jean-Christophe, toi qui es le local. Oui, il y a deux choses dans cette annonce. La première, c'est que vous savez tous que l'élection, enfin, au cœur de l'élection, il y avait un problème de sécurité d'email et d'utilisation justement de moyens personnels pour communiquer des informations sensibles quand Hillary Clinton était secrétaire d'État. Ah oui, il s'en est beaucoup servi d'ailleurs. Quelques mois, Pardon ? Il s'en est beaucoup servi, Trump. Voilà. Et depuis quelques mois, on se gossait pas mal parce que Trump utilisait un Galaxy S3, donc assez ancien et plus du tout à jour en termes de sécurité. Donc c'était la paille et la poutre. Et je fais court sur le sujet pour pas agacer mon ami Eli. Mais il y a un autre. donc là, on est passé à l'iPhone qui est évidemment beaucoup plus sécurisé et en tout cas à jour. Et la deuxième chose, c'est que pour ceux qui utilisent Twitter, vous savez que notamment Twitter sur le web, quand les tweets sont envoyés, on voit avec quel appareil ils le sont. Oui. Et donc c'était une manière de s'assurer que les tweets venaient bien de Donald Trump, puisque c'était le seul à utiliser un Galaxy S3 pour les envoyer. Alors qu'aujourd'hui, comme il a un iPhone, ça sera plus compliqué, à part en s'attachant au style, puisqu'évidemment Trump a un style assez inimitable, de déterminer par l'iPhone si c'est son staff de communication ou lui-même qui tweet. Bon, voilà pourquoi ça va faire. En revanche, on ne sait pas s'il a tweeté depuis son parcours de golf, puisque je crois qu'il a pour la 13e fois, il était sur un parcours de golf ce week-end, n'est-ce pas? Exactement. On s'en fout, parlons d'APFS. APFS. Ah là là là. On est à la base de Trump là aujourd'hui. On est en duplex de San Francisco là, et voilà. Et vous n'avez vraiment, je dirais que c'est lamentable, mais on vous aime quand même. Bon, allez, APFS. Allez, APFS. APFS. Non, j'ai plus envie. Guillaume. Je boude. Alors, j'ai plus envie. Est-ce qu'on peut juste faire un petit retour pédagogique dans le passé
1984. Est-ce que tu peux nous réexpliquer de quoi on parle? 1984, on va parler du premier système de fichiers. Alors le système de fichiers, c'est quoi? C'est en fait une couche logicielle qui fonctionne au-dessus, on va dire pour grossièrement, de vos disques durs, de vos supports disques durs, CD-ROM, etc. Qui va en fait indiquer en fait au système qui tourne au-dessus où sont stockées vos données. Parce qu'en fait le système va pas chercher par magie vos informations n'importe où. Il y a un catalogue d'informations qui vous permet d'aller piocher vos données à droite à gauche. Donc le premier système de fichiers du Mac s'appelait le MFS. Et oui, ça ne s'invente pas en français. Très drôle. En français, c'est toujours très drôle. Le Macintosh File System, il est apparu en 84. Il a évolué très rapidement et est devenu le HFS, donc le Hierarchical File System, donc système de fichiers hiérarchique, puisque en fait on dessine un arbre avec une arborescence, voilà, où se trouvent tous vos fichiers, et avec la racine de votre disque dur et puis vos différents fichiers qui se trouvent un peu partout sur le disque dans une belle arborescence, n'est-ce pas? Ensuite, ce système il a évolué bon an mal an pendant presque plus de 30 ans, puisqu'il y a eu des différentes versions qui ont été appliquées, qui sont venues au fur et à mesure du temps. Donc on lui a rajouté des fonctions. Il y a eu en particulier l'HFS+, qu'on appelle aussi tout couramment le macOS étendu, qui est apparu avec macOS 8.1 en 98, si mes souvenirs sont bons, et ils le sont, et qui lui apportait surtout le support des très gros disques, donc qui permettait de perdre moins d'espace en fait sur les grosses capacités de disque dur. Bref, c'est un système qui a évolué très bon an mal an. Il est quand même plutôt fonctionnel, on va dire, mais il est vieillissant, il n'est pas adapté aux supports actuels qui sont majoritairement maintenant des SSD et surtout sur des systèmes de fichiers où avant on avait, on va dire 20, 50, 100, 200, 2000 fichiers, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, un disque dur d'un Mac, c'est en moyenne 500 000 à 1 million de fichiers. Faut bien se le dire. Wow. Parce que votre système, en fait, vous regardez le dossier système, bibliothèque, tout ça qui sont cachés. Une application, ça peut être plusieurs dizaines de milliers de fichiers. Bah oui, parce qu'en fait, vos applications, elles ont plein de trucs dedans, elles ont des traductions aussi, enfin tout ça, ça prend de la place. Donc, tout ça pour dire que ça fait quelques années, plus de 10 ans, 15 ans qu'on attendait qu'Apple mette à jour son file system, et c'est enfin fait. Donc, on va avoir droit à APFS, donc l'Apple File System, comme son nom l'indique. C'est un système qui va fonctionner pour tous les appareils, qu'ils soient iOS et macOS. Donc, pour tous les Mac, donc tous les appareils iOS, ça y est, c'est fait, puisqu'en fait, iOS, watchOS et tvOS sont passés à l'APFS avec les dernières mises à jour. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'Apple a quand même balancé dans une mise à jour qu'on pourrait qualifier entre guillemets de mineure, elle a balancé un nouveau système de fichiers en faisant une conversion in place, c'est-à-dire en remplacement d'un système de fichiers existant à la volée. Et ça, je crois que c'est quasiment inédit de se dire qu'un constructeur fait ça sur environ 1 milliard d'appareils, d'accord? Et ils l'ont fait. C'est incroyable. Pour le moment, il n'y a aucun risque. Je n'ai pas entendu parler de bugs liés à APFS aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de risque, dans le sens où, si, j'expliquais pourquoi il n'y a pas de risque. Parce qu'en fait, APFS fonctionne selon un système dit atomique, alors ça n'a rien à voir avec les atomes, etc., mais qui fait que, quand on fait une opération d'écriture, soit elle réussit, soit elle échoue. Et le système de fichier le sait. Et si elle échoue, en fait, votre fichier n'est pas modifié quoi qu'il arrive. Il ne peut pas y avoir un état où le fichier est à moitié enregistré, si vous voulez. Donc, en fait, l'APFS, le truc, c'est que quand vous faites de la migration, soit elle réussit entièrement, soit il ne se passe rien, tout simplement. Donc, si jamais il y avait elle échouait, il ne se passerait rien du tout sur votre appareil. Tout simplement. Eli, donc, juste grosso modo, Apple, je pense que s'ils l'ont fait sur une mise à jour intermédiaire et sur autant d'appareils, je pense qu'ils étaient vraiment confiants. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment il y avait eu un risque, ils vous auraient dit en gros, dès que vous installez l'appareil, dès que vous le branchez, attention, ça risque d'effacer vos données, etc. Vous allez avoir des problèmes. Non, là ils l'ont fait confiant, je veux dire, et ça a été transparent pour tout le monde. Alors, heureusement, t'imagines s'il y a un problème là, c'est gravissime. C'est évident que ça pourrait être cataclysmique, mais pour le moment, tu entends bien qu'il n'y a pas de retour majeur de problème sur la migration liée à PFS. Eli, juste un mot, Eli. Oui, en fait, moi j'ai été prudent parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, on ne sait jamais. Donc pour iOS, je l'ai fait, j'ai attendu 24 heures, mais j'ai backupé évidemment, comme on dit toujours, mon iPhone avant, l'Apple Watch avant, etc. Pour macOS, étant donné que j'ai 500 gigas à backuper et que j'ai pas beaucoup de temps, je l'ai pas fait parce que vraiment je veux faire un backup complet de mon disque avant la migration. Je pense, moi j'ai pas lu non plus de problème ni de bug majeur. Mais c'est mon disque de travail et c'est 500 gigas, donc je peux pas jouer. De quoi tu parles, sur ton Mac? Oui. Mais sur Mac c'est pas encore fait. c'est que iOS aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Pourtant, le 10.2.4, ils l'ont pas mis. Non. La 10.2.4 n'apporte pas de compatibilité avec aujourd'hui avec APFS. L'APFS sur Mac, ce sera pour la 10.13, pas avant.
D'accord? Parce que il faut voir que, comme Apple, en fait, contrôle de façon beaucoup plus centralisée, enfin, contrôle de façon beaucoup plus stricte, je dirais, l'environnement, la couche la plus basse de l'OS, il y a beaucoup moins de risques à la limite qu'ils fassent un déploiement sur les appareils iOS que sur les Mac. Ou sur les Mac, il peut y avoir des problèmes parce que vous pouvez avoir un Windows installé aussi sur votre Mac, il peut y avoir plein de choses qui tournent dessus, enfin, ça peut être plus compliqué. Donc, sur le iOS, la migration se fait sans douleur. Sur Mac, ce sera pour fin de l'année, pas avant. Bon, il faut dire ça. Ben moi j'étais persuadé, tu vois, comme non, c'est clairement, c'était que pour iOS. Maintenant, un des gains intéressants d'APFS, c'est que vos appareils, comme ils utilisent du SSD en dessous, ou des disques flash, finalement le système est plus rapide. On le sent assez facilement en fait. Je trouve que c'est assez marquant. Je trouve que par exemple mon iPhone me semble un peu plus réactif qu'avant. Et surtout, on gagne de l'espace aussi. Et en moyenne, on gagne 2 à 5% d'espace disque. Moi, j'ai fait le test sur mon iPhone, qui est un gros iPhone, hein, c'est un 256 Go. J'ai quand même regagné 6 Go. Sur un iPad à côté, j'ai regagné 2-3 Go. Donc, on regagne de l'espace par la migration sur APFS. Ouais, c'est pas mal. Ça se compte en gigas, c'est pas mal. Oui. Okay. Sur des petits appareils, 32 Go, j'ai vu des gens qui ont gagné 3-4 Go. Tu fais oui, c'est intéressant. Clairement. Carrément. Ok. Non, c'est une bonne mise à jour. Bon, merci. Voilà. Merci Guillaume pour ce point. C'était clair, c'était très instructif. Après, si vous voulez en savoir encore plus, j'ai fait un grand article technique il y a quelques temps sur mon blog, à l'adresse blog.gete.net, qui explique certains des avantages qu'on va avoir dans le futur aussi. Par exemple, ce qu'on appelle la gestion des snapshots. C'est-à-dire qu'on pourra faire une capture de votre disque, par exemple, avant d'installer une mise à jour. Et si jamais il y a un souci, vous cliquez juste sur un bouton et on pourrait revenir à l'état précédent du disque sans aucun dommage. Ça fait partie des fonctions qui sera assez génial. En particulier pour le Time Machine, s'il réussit à l'implémenter dans Time Machine, ça éviterait que vos sauvegardes Time Machine, quand vous sauvegardez un disque, vos sauvegardes prennent de plus en plus de place dès que vous déplacez un fichier. Vous déplacez votre fichier, il s'en fout, il dit ok, j'ai déplacé le fichier, je resauvegarde instantanément, c'est fini. Au lieu de resauvegarder un gros fichier X fois sur votre disque. Mais tout ça dans macOS, donc à la fin de l'année. Dans macOS à la fin de l'année, sur iPhone, pourquoi pas aussi aujourd'hui. Un truc par exemple que permet la PFS, je vais juste finir là-dessus, c'est que, et c'est très troublant quand on teste la PFS dans les bêtas par exemple sur Mac, vous prenez un fichier et vous le dupliquez. Vous prenez un fichier sur une partition APFS, vous le dupliquez. Vous multipliez 4, 5 fois, 100 fois, 300 fois, la taille du fichier ne change pas. L'espace disque disponible ne change pas. Parce qu'en fait, le système considère que les clones des fichiers qui ont été faits sont juste des pointeurs sur le disque. Il va pas s'amuser à les multiplier par 300, 400 fois. Par contre, vous modifiez une copie. Une des copies, vous la modifiez d'un octet. Là, il dit, OK, là, le fichier est modifié, je vais prendre de l'espace en plus sur le disque. Mais du coup, votre espace est beaucoup plus intelligemment géré. OK. Bon, bah écoute, c'est... Donc ça fait partie des très très bonnes choses qu'on va voir arriver d'ici la fin de l'année, j'espère, sur macOS. Alors, se posera la grande question de comment on va migrer sur les Mac. Est-ce qu'il faudra reformater le disque ou est-ce que c'est prévu aussi que ce soit à la place 2 ? Donc là, ce serait l'idéal. Et puis, la question aussi de comment les anciens systèmes vont gérer ces disques. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, vous avez un disque APFS, si vous le mettez sur un ancien Mac, il y a de fortes chances qu'ils vous disent je ne connais pas ce système de fichiers, je vais effacer le disque. Je vais l'initialiser. Bien sûr. À l'époque du passage en macOS 8.1, ça c'est un problème. Apple avait fait un truc très subtil, ils avaient été très futés sur ce coup-là, parce que les anciennes machines ne savaient pas gérer le format macOS étendu, et donc quand on branchait un disque macOS étendu sur un ancien Mac, vous aviez un petit fichier qui apparaissait dans le disque dur qui disait « mais où sont passés tous mes fichiers ?» Et on double-cliquait dessus, on l'ouvrait, et là il y a une explication qui vous disait « votre système n'est pas compatible, mais vos fichiers sont là, ils sont pas perdus, vous inquiétez pas, il faut juste utiliser un système compatible avec votre disque au format HFS macOS étendu. » Donc je sais pas s'ils réussiront à faire quelque chose aussi intelligent que ça, à voir. Jean-Christophe, est-ce que ça te tente ? Ça me tente. C'est pas le genre de choses qui font. On n'a pas le choix. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que ça faisait un moment que Apple met des SSD dans tous ses Mac, des fonctions. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais des fonctions essentielles comme trim étaient pas activées. On a dit il y a quelques années qu'Apple aurait pu s'inspirer d'un autre système de fichiers qui est très utilisé sur d'autres plateformes qui s'appelle ZFS. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Je trouve intéressant dans cette discussion de voir que Apple justement se dit on a mis des SSD dans tous nos Mac, ça vous a pas échappé, augmenté la taille alors je vais dire de disque dur, c'est un abus de langage, mais des iPads sortis la semaine dernière, pareil pour les MacBooks, on rajoute la couche logicielle supplémentaire qui permet de mieux profiter des machines et qui est vraiment moderne. De la même façon,
On s'est ému il y a quelque temps de l'abandon des bornes Wi-Fi et je crois des time capsules. Il faudra voir si justement, après la WDC, Apple en profite pas pour proposer des nouveaux systèmes de backup qui reposeraient sur le fameux APFS. Alors, je crois que les time capsules existent toujours. Hein. C'est en fait, les produits sont toujours vendus. D'accord. Express qui sont toujours vendus. Oui. D'accord. Les tout ça, c'est toujours vendu. Pardon. Oui, les produits sont toujours en vente. C'est toujours en vente, mais l'équipe a été démantelée. Exactement. L'équipe aurait été démantelée. Pas de développement pour des nouvelles versions. Il n'y a pas de nouveau développement. Voilà, donc est-ce que APFS, justement, avec ce que tu disais, Guillaume, sur les changements de backup, va donner lieu à de nouveaux produits et de nouveaux usages? J'attends ça avec intérêt. Moi aussi. Écoutez, en tout cas, vous pouvez en faire l'expérience en faisant la mise à jour d'iOS. Donc, dans les numéros de version, je reprends 10.3, voilà, c'est ça. Sauf si vous avez un 5 ou un 5C. Pour le moment. Pour l'instant. Et pour macOS, il va falloir attendre la 10.3 qui arrivera donc à la fin de l'été, quoi, on va dire. Pour la 5 et la 5C, enfin pour le 5 et 5C, a priori, les mises à jour sont toujours disponibles à travers iTunes. Elles ne sont plus disponibles en Other VR, donc sans fil, mais elles sont toujours disponibles en mode connecté sur iTunes. Bon, voilà. Alors, il y a peut-être un moyen de les faire quand même dès maintenant si vous le voulez. Je voudrais vous faire réagir à une image que j'avais aperçue cette semaine et que François a lui aussi glissé dans le conducteur. C'est ce brevet d'un iPhone qui viendrait se loger dans un MacBook. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Non. Oui. Non. T'as plus ton iPhone marche plus, t'as plus d'ordinateur. Non, mais c'est pas exactement ça. En fait, on a déjà discuté du fait que l'iPhone représentait aujourd'hui 69% des ventes Apple et que la partie Mac est entre 7 et 9. Bon. Donc on se disait, Apple va forcément rajouter des accessoires et des périphériques à l'iPhone. Et là, c'est l'iPhone et l'iPad. Ça ne veut pas dire que ça remplace le Mac, mais ça veut dire que pour certains utilisateurs, cette station permet de docker en fait un iPhone et d'utiliser un clavier, qui peut être d'ailleurs rétroéclairé, et d'utiliser un écran plus grand pour travailler. Mais ça serait une sorte d'ultra portable. Le but n'est pas d'en faire un ordinateur de bureau, mais d'une sorte de station de dockage intelligente qui permettrait d'utiliser des fonctions étendues. Et en fonction du prix et des fonctionnalités, moi je trouve ça génial. Je sais pas. Qui veut s'exprimer sur le sujet, Guillaume? Moi je veux bien. Jean-Christophe? D'abord, c'est un truc... c'est pas un MacBook, hein. On parle effectivement, Elie a raison, de station d'accueil. Donc c'est un clavier et un écran. Première chose. Deuxième chose, moi j'y crois pas, ça existe depuis. Il y a des projets de ce type-là, alors pas d'Apple, mais depuis la fin des années 90. Samsung, pardon, j'y reviens, vient d'annoncer un truc du même ordre aujourd'hui, c'est-à-dire un dock dans lequel vous mettez votre téléphone et que vous pouvez ensuite connecter à un écran et un clavier. Donc moi j'y crois pas, mais il y a une demande, ou en tout cas il y a quelque chose, parce que Apple, avec ce brevet, serait le 6e constructeur à faire un truc de ce type-là. Ouais. Premier point. Deuxième point, on en a parlé il y a quelques semaines, moi j'ai été très choqué d'entendre un de nos fans Twitter dire que depuis qu'il avait son iPhone 6, il n'utilisait plus d'iPad. Pour moi, les machines ont des tailles et donc des usages différents, mais je peux comprendre que certaines personnes, justement, aiment leur iPhone et veulent faire toujours plus avec lui. Et en effet, on n'écrira pas un article ou un roman ou même un tableur Excel avec plein de cellules sur un iPhone, aussi grand soit-il. Donc c'est peut-être un point milieu. Ce que je me demande, c'est où va Apple? Alors, il faut savoir qu'évidemment, Apple dépose des brevets à peu près 10 fois par jour, donc ça ne veut pas dire que cette chose verra le jour, mais on se demande comment ça s'intercale entre l'iPad Pro, le MacBook et l'iPhone. Voilà, est-ce que c'est une idée d'Apple de dire, comme toujours, quitte à ce qu'il y ait de la cannibalisation, je préfère la maîtriser, et dans la mesure où de toute façon on vend toujours plus d'iPhone, c'est l'occasion, puisqu'on vend moins de Mac, de prendre un iPhone pour d'autres usages. Et voilà, on se demande un peu où ça va. Dans le brevet, il y a aussi un dock pour l'iPad. Hein. Donc c'est iPhone et iPad, mais c'est deux produits différents, mais c'est dans le même brevet.
Donc, dans le cas de l'iPad, évidemment, c'est l'écran qui devient tactile. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran, c'est l'iPad et il y a un clavier dessous avec un trackpad. Mais ça veut dire que ce serait une sorte d'étui amélioré, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Je trouve ça bizarre en fait, parce que l'idée, si t'as pas un écran tactile, tu te retrouves avec. Enfin, je sais pas, je trouve ça étrange comme idée. En fait, après, pourquoi pas si la partie tu logicielle. regardes, Les amis, il nous reste 3 minutes. Alors, on va peut-être pas faire trop long là-dessus. Après, pourquoi pas si la partie logicielle permet de gérer, par exemple, l'écran de l'iPad de l'iPhone en même temps que tu as une autre image, par exemple, sur l'écran externe, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Genre, tu as une interface un peu façon touch bar, mais directement sur l'iPhone, qui permettrait d'avoir des interactions directes avec ce qui se passe à l'écran. Mais je sais pas. Après, des fois, je suis un peu vieux con aussi, donc je me méfie un petit peu. Et puis, il faut pas oublier des fois qu'Apple dépose des brevets pour juste déposer des brevets. Ils en font des fois rien du tout dans le futur. Ça peut n'être qu'un concept qu'ils ont déposé parce qu'ils se sont dit au cas où, mais au final, peut-être que ça dépassera pas juste le brevet, quoi. Bon, Guillaume, on va passer. Il nous reste vraiment à peine 3 minutes, donc on va. Parlons d'APFS. Je pense qu'on a fait le tour. Juste côté rumeur autour des prochains iPhones. Cette rumeur selon laquelle le Touch ID pourrait passer sur le dos de l'iPhone. Non, j'y crois pas, moi. Il y a plein de marques qui le font, hein. Ouais, mais j'y crois pas. Ouais, mais... L'avantage en façade quand même, c'est que tu peux utiliser n'importe quel doigt assez facilement, alors que si c'est ça à l'arrière, pour par exemple utiliser ton pouce, c'est vachement compliqué, je trouve. Enfin, donc tu vas te limiter forcément sur les interactions que tu vas avoir, sur les possibilités par rapport à tes doigts, etc. Je sais pas, en fait, je sais pas si vraiment ça a de l'intérêt. Faudrait voir dans le futur. Ce qui est sûr, c'est moche en plus, les capteurs dans le devant, là, j'aime pas trop, ça fait moche. Hein. On va dire un mot des rumeurs autour de la prochaine keynote. C'est un confrère de CNET qui est généralement bien informé, selon lequel la prochaine keynote, donc le mois prochain, donc en avril, aurait au programme les nouveaux iPad Pro, l'Apple TV 4K et un iPhone blanc Jet White. Yes. Bah voilà, c'est moi, le Jet White. C'est toi, fais voir. Oui. Je suis bien blanc d'ailleurs, vous voyez. C'est vrai, Jet s'écrit pas tout à fait pareil, mais c'est vrai que c'est. C'est quand même, depuis le temps que je bosse avec Apple, ils pourraient faire un effort, quoi. C'est toi. Ils pourraient faire un iPhone que moi. Finalement, là-dedans, la seule surprise, ce serait un iPhone blanc. Oui, mais moi je crois toujours pas. Moi, je crois toujours pas que les iPads pourraient être annoncés avant la WWDC. Ah. Donc, un iPhone blanc, oui, pourquoi pas. L'Apple TV 4K, depuis le temps qu'il la teste sur le terrain, il est grand temps que ça sorte. Mais les iPads, franchement, j'y crois pas. Ok. Ou l'inverse. Bon, allez, 30 secondes pour finir sur le Samsung Galaxy S8. Jean-Christophe, 30 secondes. J'ai pas ça, regardez pas. 30 secondes. C'est intéressant de savoir ce qui sort chez les concurrents d'Apple. C'est intéressant en termes de calendrier, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, Samsung aujourd'hui représente un maître étalon dans la téléphonie. Et comme l'iPhone 8 ou iPhone 10e anniversaire ne sortira a priori qu'en septembre, ça permet de se poser des questions, et notamment, alors je fais pas long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a plein d'idées dans le Samsung S8 qui reprennent les rumeurs, parce que les sites de rumeurs Apple nous présentent depuis des mois. Allez, dis-nous en 15 secondes. Est-ce que l'extincteur intégré est bien prévu sur celui-là? Non, sérieusement, en 15 secondes, Jean-Christophe, qu'est-ce qui est marquant en termes de technologie? L'écran bord à bord et justement l'abandon de l'équivalent Touch ID en plein écran. La taille, en fait, le téléphone reste petit. Il est plus petit qu'un iPhone 6 Plus pour une résolution et une taille d'écran, pour le coup, bien supérieure. Ben voilà, ce qui s'est passé, on est vraiment sur une tablette, mais qui tient dans une seule main. Bon, le problème, c'est qu'Apple leur a commandé des écrans. On en parlera peut-être. Élie, on en parlera peut-être ou peut-être pas la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, Élie, tu n'en parleras pas, mais tu écouteras peut-être au moins. Non, même pas. Merci d'avoir été là, Élie. À très vite. À bientôt, avec plaisir. Passe une bonne soirée. Salut à toi aussi, Guillaume. À bientôt sur Andromag. Ah ouais, c'est ça. Et salut Jean-Christophe à San Francisco. Salut. À très bientôt à tous. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve nous mercredi prochain. Sur APFS. À 20h, en direct et en APFS. Merci de votre fidélité à iWeek et à Watch où les programmes continuent. Salut à tous.